Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On va faire comme d'habitude, on va démarrer une nouvelle semaine. Comme en saison de résultats, on va jeter aussi un œil au calendrier des publications de la semaine pour les Américains. Et d'abord donc les stats. Donc cette semaine, je pense le plus intéressant, on va aller directement à l'essentiel, ça va être le FOMC. Mais comme si ça suffisait pas, hein, donc on s'offre cette semaine une jolie triplette FOMC plus NFP, donc semaine de cataclysme en vue. Wall Street, on va voir du coup si ça y est, c'est le sommet historique et on s'offre tout ça, ou si malheureusement on craint la Fed et la Fed fait exactement ce qui est attendu, à savoir une hausse de taux. Alors personne ne l'attend, hein, qu'on soit bien d'accord, personne n'imagine une hausse de taux, et pourtant ce ne serait pas non plus débile, histoire de marquer un peu le coup, ou en tout cas de dire qu'on repart sur un chemin de normalisation, toujours en direction des 3,50, qui est donc la target de base de la Fed, avant ce petit tumulte, qui est donc complètement oublié par les marchés. Mais bon, on va discuter quand même du schéma donc du GDP qui a été publié la semaine dernière, qui sort quand même, enfin c'est un truc de fou, on l'attendait à 2,2 je crois, et ça sort 3,2, enfin c'est quasiment, c'est un point de plus, bon c'est complètement dingue. Alors après il faut regarder à l'intérieur, parce qu'on voit que l'indice des prix, lui, n'a pas vraiment augmenté, pire, il est tapé en dessous du consensus. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, normalement vous ne pouvez pas avoir 1% de hausse sur les attentes, et avoir en plus un raté au niveau des prix à la production. Donc il y a quelque chose qui merdait, donc là ça veut dire en tout cas qu'il fallait creuser un peu dans le chiffre, voilà. Alors moi c'est pas mon délire, hein, puis sincèrement je suis pas économiste, donc c'est pas mon travail, donc j'ai regardé le travail de certains économistes qui ont donc analysé ce GDP. Et ce qui en ressort, alors évidemment toujours pareil, comme c'est subjectif, il y en a un tel qui va dire c'est à cause de ci, de ça, de ça, de ça, et il y en a un autre qui va dire ah non mais c'est juste que l'économie est forte, mais il y a aussi ça ici. Voilà, bref. Ce que je retiens, c'est qu'il y a quand même une chose sur laquelle ils sont pratiquement tous d'accord, c'est qu'il y a un fort effet rattrapage sur le shutdown, c'est-à-dire des dépenses publiques qui sont bien au-delà de la normale et qui pèsent pour pratiquement les trois quarts de cette hausse attendue sur le GDP. Bon, ce qui est étonnant, c'est que normalement, quand même, c'est des effets conjoncturels qui auraient pu être anticipés par le consensus. Donc voilà, pourquoi du coup on a tapé aussi loin du consensus? Honnêtement, j'en sais rien, je ne sais pas qui a mal fait son travail. Est-ce que ce sont ceux qui font partie de ce consensus, qui tout simplement n'ont pas pris en compte ces effets de rattrapage alors qu'ils auraient dû le faire, ou tout simplement est-ce que le rattrapage a été bien plus fort que ce qu'ils avaient anticipé et mis dans les 2%. Voilà. Bon, donc on ne saura pas. Tout ce que je peux dire, c'est que quoi qu'il arrive, ce qui est intéressant, c'est comment la Fed va l'interpréter. En gros, le marché, on s'en fout un peu maintenant, puisqu'il est piloté par la Fed. Donc, c'est de savoir comment la Fed va accepter ça. Est-ce qu'elle dit, bon, c'est un élément conjoncturel, temporaire, et le prochain GDP va retaper très largement en dessous des 3%. Et dans ce cas-là, on reste dans notre politique actuelle, à savoir on ne fait rien, soit tout simplement les chiffres se redressent, c'est ce qu'on attendait, donc il n'y a plus besoin de soutenir le marché, on reprend tout de suite la marche en avant qui était celle simplement d'il y a 6 mois. Hein. Il y a 6 mois, on attendait 2 hausses de taux en 2019, donc tout simplement ils vont dire ok, on en remettra probablement au moins une, mais il faut en mettre une, voilà, on est sur les sommets historiques, c'est-à-dire que on se projette vers encore du meilleur, en tout cas le marché le fait, et on ne peut pas avoir toujours pareil, donc cette triplette dangereuse, où tout simplement la Fed soutient le marché, l'économie, et Trump soutient le marché. Donc quand on a ça, on a un marché soutenu, mais si l'économie, c'est-à-dire le marché, ne suit pas, le problème c'est que là on a une triptyque assez dangereuse qui va finir par l'absorption de l'un des deux, ce que je vous avais dit. Bon bref, après ça ce sont des schémas beaucoup plus, pas cataclysmiques, mais ce sont des schémas qui me semblent très peu probables. Mais par contre, évidemment, plus on joue à essayer de voir jusqu'où on peut aller, plus on risque de tomber dessus. Voilà. Le reste de la semaine, mis à part ça, voilà, le GDP, pardon, le NFP va être un petit catalyseur vendredi pour pousser. On l'attend plus bas que le mois précédent. Et un taux de chômage stable. Donc on va voir un petit peu tout ça. J'essaie de regarder vite fait s'il y a d'autres. La BOE aussi cette semaine. Donc on va aller regarder le GBP. Ça pourrait être intéressant. Donc GBP, ce sera jeudi. La Fed mercredi soir, et alors les PMI en Chine, ça oui, ça va être intéressant parce que donc on attend une hausse des PMI à 51. Si ça tape en dessous de 50, je vous raconte pas le merdier, hein, voilà. Donc là il faudra faire attention à ça. Ça doit absolument taper au-dessus de 50 sur les deux, hein, voilà. S'il y en a un des deux qui tape en dessous de 50, si on a une contraction manufacturière en Chine, là ça va tendre les slibards et beaucoup plus fort que vous l'imaginez. Donc voilà, le reste, ça me semble assez peu intéressant. Les constructions, alors
Alors ça oui, ça va être intéressant parce que le dernier était tombé en baisse et ça faisait déjà 3 mois qu'ils étaient en baisse. Là on attend un chiffre qui rebondit. Si ça rebondit pas, évidemment, on va dire ça fait plus d'un trimestre que ça n'arrive pas à vendre, donc ça va être compliqué. Donc on va surveiller tout ça et donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est à peu près tout. Ok. Et donc aujourd'hui, on a un jour férié au Japon. Voilà. Ok. Donc c'est à peu près tout ce qu'il y a à noter. Donc le gros, en gros, se situe sincèrement mercredi et vendredi, avec un petit mardi en fin de journée là, enfin en milieu, fin de journée. Oui, c'est relativement la fin de journée pour nous. Ici, les calendriers de publication. Alors Google direct, ça commence bien. Comme ça, on se met dans l'ambiance. Hein, donc voilà, Google, ça va publier normalement ce soir, il me semble. Hein. Il me semble que ça publie pas avant que ça publie après. Hein. De toute façon, en général, les gros, les mastodontes, on les fait publier après pour éviter la volatilité. Apple, voilà, bon, hein, on va se faire. Donc c'est une bonne semaine. Hein, voilà, on commence tranquille. On se fait un petit Google lundi, on se fait un petit Apple mardi. AMD aussi, ça faudra le noter parce qu'elle se fait déchirer la tronche, donc on va voir si ça accélère à la baisse. Apple, moi j'aimerais bien enfin voir si ça déclenche un mouvement baissier ou si c'est un mouvement d'invalidation, on chasse le stop, on va chercher les sommets historiques et on continue la marche en avant sur Wall Street. General Electric, il ne faudra pas l'oublier, donc qui publie mardi aussi pour nous. Donc dans les scénarios, donc on va aller regarder General Electric ce matin. Qu'est-ce qu'il y a? McDo, mais bon, enfin bon, moi ça me surprend. Voilà, c'est pour les pondérations du Dow, hein, voilà, c'est juste de dire ceux qui traitent Dow Jones, n'oubliez pas que le Dow Jones c'est surtout 30 actions en fait, hein, donc il faut les prendre en compte. Évidemment. Attendez, hein, je trie en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir après d'autres gros? Putain, il y a du monde là cette semaine. Alors tiens d'ailleurs CME Group on va le surveiller, je vais la rajouter en surveillance celle-là, donc on va le voir, c'est une action défensive, donc si ça devait merder, ça fait partie des trucs comme General Electric que je prendrai sur des buy and hold pour voilà, des 6 mois, enfin voilà, pour des replis vers des résistances. Bref, on regardera du coup, donc ça publie mercredi. Qualcomm, voilà, donc mercredi, ça évidemment c'est pareil, hein, si ça s'effondre la bébule, ils sont mal barrés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors jeudi, putain, on peut pas trier par cap, parce que là, je suis obligé de me taper tout le merdier. Bon là, je vous avoue, je lis même pas en fait, hein, je regarde du coup les market cap parce que, ouais, ok, Berkshire vendredi, d'accord. Bon, c'est pas une semaine de dingue. En gros, ça se concentre surtout lundi, mardi. Hein, donc les deux gros mastodontes là, à coup de Apple, AMD mardi là. Donc Apple, AMD et qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'en ai pas oublié un ou deux là. General Electric, voilà. Donc tout ça c'est mardi. D'accord, General Electric, voilà, c'est mardi aussi du coup en fait. Hein, pardon pour ça. Pfizer aussi qui est quand même un gros truc. Hein. Ouais, ça oui, on va le noter et on va le regarder. Donc je vais le noter juste parce que ma mémoire de poisson rouge à court terme ne va pas aider. Donc PFE, on va aller regarder s'il y a un truc à faire là-dessus. Je regarde si j'oublie rien au passage. Ah putain, ça je déteste. Bon, alors, ça c'est juste j'ai la molette qui veut plus marcher. Je n'ai pas trop compris pourquoi ça faisait ça sur certains sites. Mais voilà, ok. Et donc AMD, je ne sais pas si je l'avais dans mes surveillances, mais on va la mettre à regarder aujourd'hui. Putain, ça veut pas. Hein. Bon, tant pis. Et on va regarder Berkshire aussi pour vendredi. On va lui jeter un coup d'œil. BRK. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. On retourne au graphique. On va bosser un petit peu quand même. Alors, on commence par les cryptos. On va jeter un petit coup d'œil. Donc, ça tient toujours sur la zone. Hein. Donc, encore une fois, ceux qui criaient au crack parce qu'on perdait un peu de terrain, bon, bah, possible, mais il va falloir aller plus loin que ça pour que ça s'effondre, parce que pour l'instant, moi, tout ce que je vois, c'est une divergence haussière cachée, c'est-à-dire qu'on a épuisé tout le momentum vendeur et qu'on est toujours très largement au-dessus des supports précédents. Je vois qu'on a tenté un breakout et qu'il n'est absolument pas suivi, ce qui me laisse à penser que c'est plutôt bullish, mais pour l'instant, on attend. On est repassé dans la partie basse du canal ici. Donc pour l'instant on attend. Moi ça m'intéresse quand on est en partie haute et j'aimerais bien là que voilà, hop, pack, on trouve une aspiration Ethereum. Je sais toujours pas ce qui va déclencher ça. On est bien d'accord que vu
La force relative BTC, tiens d'ailleurs, hop, IOTA qui se prend 18% tout seul, voilà, ça devrait quand même vous marquer. Bon, moi j'achète pas ce truc-là, hein, encore une fois, ça me paraissait un peu... Mais là, voilà, le réveil de la force me paraît pas tout à fait débile. Alors je pense qu'il doit y avoir un catalyseur quand même pour ça. Je ne sais pas lequel il est. Bon, moi, je préfère rester à l'écart pour l'instant sur IOTA, mais ça pourrait être pas inintéressant. Voilà. Alors, soit c'est le rebond qui vient chercher une résistance une dernière fois, c'est revendu, et là, bon, ben voilà, on sait ce qui suivra. Soit c'est un rebond qui va catalyser une poussée, et alors là, honnêtement, je pense que ça peut pousser jusque-là, IOTA. Donc, ça fait quand même 0,33 pour un 0,70. Ceux qui veulent s'amuser à spéculer, moi, je dis pourquoi pas. On voit bien les signaux, c'est-à-dire que d'un point de vue technique, je ne suis pas contre ça. Au contraire, ça montre qu'on a donc tenté de vendre, d'accord, cassure de cycle. Les vendeurs tentent de prendre la main, boum, ils se cassent la gueule dès qu'ils survendent. Les acheteurs reprennent à contre-pied aujourd'hui. Moi, honnêtement, c'est une bougie, si elle clôture comme ça ce soir, la bougie, ceux qui veulent spéculer IOTA en daily, je dis pourquoi pas. Voilà. Alors par contre, il faut avoir des objectifs larges, hein. C'est-à-dire que là, si vous achetez ça, je pense qu'il faut viser sans problème là les 0,67, 68. Je dirais voilà la poche de volume là à 0,70. Être conscient, d'accord, évidemment, que la gestion du risque qui va avec, c'est que là, vous vous protégez à 0,20. C'est-à-dire que vous risquez de perdre 30% pour gagner 100%. Voilà. Bon, ça me paraît pas débile, hein, c'est pas inintéressant, mais c'est tout ce que je vois là dans l'univers des cryptos, sans savoir quelle a été la news et compagnie. Hein. C'est-à-dire qu'évidemment, je vous recommande quand même de vous renseigner, de savoir s'il y a une news et de savoir quelle est la teneur de la news. Si c'est juste du bullshit, vous laissez tomber, quoi. Le reste ne bouge pas, et donc BTC pareil, toujours bien proche de ses résistances, hein, donc toujours une force relative très importante pour le Bitcoin. Donc on va voir ETH BTC, est-ce qu'il a réussi à sortir de son triangle? Oui, et il tient les clôtures plus bas. Donc pour l'instant Ethereum ne tient pas, hein, donc il a du mal. Maintenant attention, hein, ça peut très bien être deux corrections ABC très longues, d'accord, hein, A, B, C. Il n'y a pas vraiment d'impulsion ici, donc je ne suis pas spécialement joué non plus pour l'instant. Mais on est en squeeze, hein, donc voilà, on est sur une zone où ça squeeze, c'est-à-dire qu'on comprime le momentum ici sur la baisse. Donc soit ça va accélérer la baisse, très sincèrement, dans ce cas-là, j'aurais acheté le mauvais cheval et Ethereum, ça ne vaudra plus grand-chose. Soit au contraire, c'est l'inverse, c'est-à-dire, poum, ça reprend de l'intérêt, on repart par là, et là, pour le coup, il y a une grosse tendance à venir, donc une belle domination Ethereum qui pourrait se mettre en place. C'est pas une hausse de dingue, ça veut juste dire qu'en gros, il y a voilà, 50 à 70% de rattrapage à faire sur l'Ethereum en valeur relative, c'est-à-dire Bitcoin nous fait 5-10% de plus, 15%, on va chercher les 6000 par exemple, et Ethereum, lui, par contre, va chercher ses 280, et là, ça fait bien plus que 20%. Donc, c'est un peu ce schéma-là que je joue toujours. Maintenant, on est bien d'accord, c'est spéculatif, ce qui fait que c'est pas ce qui a le plus de chances de se produire, mais si ça se produit, évidemment, voilà. Pour moi, c'est ce qui a le plus de chances de se produire, parce que pour moi, la résistance, elle est là sur Ethereum et pas ailleurs. Maintenant, bon, il faudrait que ça le montre, cette volonté. Tant qu'on reste là, c'est le même destin, entre guillemets, que Bitcoin. C'est-à-dire que ça monte aussi fort que Bitcoin, c'est-à-dire pas bien fort, et ça baisse aussi fort que Bitcoin, voire ça baissera plus fort que Bitcoin en cas de phase de baisse sur Ethereum. Parce que le potentiel ayant été plus grand, d'accord, hein, si on reste là sur Ethereum, je pense qu'Ethereum pourra aller plus bas que ne pourra le faire peut-être Bitcoin. Toujours pareil, hein, il y a un risque, mais si vous voulez juste acheter Bitcoin, pour moi le risque de baisse sur Bitcoin me semble relativement faible, mais par contre le risque de hausse me semble faible aussi, donc pas d'intérêt spéculatif sur ce truc-là pour l'instant. Par contre Ethereum, oui, ça peut baisser, mais si ça monte, ça peut aussi rapporter beaucoup. Voilà. Bref, les trades sur Ethereum pour moi toujours sécurisés, j'ai déjà pris un petit 25% de profit au cas où, et je les remettrai évidemment hein, avec un petit renfort si on franchit la résistance, mais c'est tout ce que je fais. Si on retombe, j'aurai gagné mes 25% et le reste, ce sera malheureusement pour les vendeurs et je leur en ferai cadeau. Pour l'instant, donc pas de raison de s'inquiéter, on est dans le canal de conso et je pense qu'il faut rester sous cet angle-là. Ripple, c'est un peu la même chose, sauf que c'est encore plus faible. Hein. Donc là, nouveau plus bas sur le Ripple, c'est pas même pas fulgurant. Hein. Donc la semaine dernière, je l'ai pas vu ça d'ailleurs. Bon, mais c'est la même chose. Hein. Vous voyez, parce que dès qu'on fait ça, le momentum est très faible. Ça passe pas. Là, par contre, on n'a pas de détection de survente, mais ça suit le même schéma que les autres. Hein. Voilà. Donc en gros, dès qu'on survend, hop, ça remonte et on va voir si on peut franchir les résistances derrière ou non. Donc savoir si une alt season, mais les grosses altes, hein, c'est-à-dire les grosses caps remontent, ou si au contraire on continue de je cherche le mot là, comment ça s'appelle bon bref, si on continue donc à disperser la valeur sur les différentes values. Allez, on regarde les marchés classiques. Je commence que par le VIX, puisque donc les US, je m'en bats les couilles autrement. Donc voilà, hein, on va faire simple. Donc encore une fois, si vous pensez que c'est bear,
à Wall Street, les boules et les vendeurs de volatilité vous disent non, 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 mon petit, d'abord je t'emmerde et après éventuellement, si ça déconne, tu pourras éventuellement faire exploser la volate. Mais donc pour l'instant, pas de franchissement de résistance, donc on est venu la chercher, mais alors elle tient absolument pas, et il n'y a qu'à voir combien de temps on y a passé, hein. Donc on y a passé un quart d'heure, voilà, c'est tout ce qu'on aura passé sur la résistance. Quand on voit le temps qu'on passe sur les supports, c'est une autre histoire. Donc, pour moi, toujours la même chose, hein. Donc, les vendeurs de volatilité contrôlent le marché. C'est eux qui remuent le chat et pas le chat. Donc, c'est un peu le truc de dire... Pour l'instant, c'est toujours pareil. Donc, le marasme à Wall Street, on est là, tout va bien, la Fed est en soutien, l'économie va bien, il n'y a pas de raison de baisser, donc montons, hein. Il n'y a pas de raison de monter non plus, mais montons. Tout simplement parce que certaines valeurs rachètent leurs actions, parce que certaines valeurs ont un joli portefeuille de rachat d'actions, et que d'autres, tout simplement, ont des résultats toujours satisfaisants, hein. Je suis désolé. Il y en a quand même des bons résultats, hein, on ne va pas se leurrer. Prenez sérieusement. Enfin voilà, les résultats de Microsoft sont objectivement bons, hein, on peut pas leur enlever ça. Donc il y a des bons résultats quand même, et c'est normal que ces valeurs-là ne se fassent pas complètement arracher la gueule, mais elles sont quand même extrêmement chères, ce qui fait que quoi qu'il arrive, ces valorisations sont difficilement tenables dans un environnement actuel qui revient à dire qu'on ne sait pas. Voilà, dans un environnement d'incertitude, normalement on a du mal à attirer les capitaux, et quand en plus de ça on a des PER de dingue, au bout d'un moment il faut se poser la question... De tout simplement la valorisation. Voilà, est-ce qu'on va continuer à trouver des acheteurs? Et oui, tant que les acheteurs sont les actions elles-mêmes qui s'auto-achètent, plus les ETF, c'est-à-dire voilà, quand ce soutien, léger soutien permanent acheteur, qui est très faible, hein, encore une fois, c'est pour ça que les volumes sont inexistants sur les marchés actions, mais ça revient à dire, voilà, tant que on arrive à trader dans de faibles volumes, que les institutionnels regardent et se disent, bon bah on fait rien, et que derrière, bah, ça rachète un peu des actions et ça rachète de l'ETF, bah, vous avez compris, c'est parce qu'il n'y a pas de volatilité, il y a un consensus de non-action qui se met en place, mais de non-action légèrement haussière. Donc qu'est-ce qui se passe? Les gens vendent la volatilité et les actions montent. C'est complètement con, hein, encore une fois, j'ai dit, ça monte très doucement, mais ça s'effacera tout aussi, ça s'effacera extrêmement vite. Là, je vais être simple, les 3-4 dernières semaines qu'on vient de faire, et je vais remettre le S&P quand même si je ne le regarde pas, on va regarder le SPX comme ça, voilà. Même si je ne regarde pas trop, moi, le S&P 500, voilà, le truc, c'est de se dire, tout ça, là, les 4 dernières semaines, ça s'effacera probablement en 3-4 jours, hein. Voilà. C'est-à-dire que le jour où ça, on va le retracer, ça repassera tout seul, hein. C'est pas du pricing, c'est écrasement des volumes, écrasement de la volate, et là, pour l'instant, donc, l'objectif, c'est le sommet historique qui va donc être fait, là, je pense, d'ici peu. Donc ça a été fait en clôture pour l'instant, hein. Donc là, waouh, la clôture de vendredi, c'était brillant, c'était magnifique, ça escompte bien des miracles à venir, et pourtant, bah, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Donc on a déjà les signaux de range, donc typiques des fins de tendance, mais bon, vous voyez bien qu'avant, ça n'a pas nécessairement permis de finir les tendances, tout simplement parce qu'il n'y a plus de technique. Voilà, c'est pour ça que je regarde pas Wall Street, parce que sincèrement, c'est pas des marchés. Voilà. C'est un marché, c'est des acheteurs et des vendeurs. Un marché, c'est pas le plus gros acheteur, enfin, c'est pas le plus gros représentant de marché, les institutionnels, qui regardent le marché et le reste du marché qui fait mumuse, quoi. Voilà. Donc c'est de dire, voilà, pour l'instant, moi, les gens qui font bouger les prix sont pas des gens que je considère comme ayant une représentation suffisante dans les actions habituelles de marché pour considérer ça comme un pricing. Donc je considère ça comme des prix qui bougent et qui m'intéressent pas plus que ça, tant que ça baisse pas, tant que je vois pas les institutionnels reprendre en main les prix, bah, tout simplement, moi je les laisse faire joujou. Donc voilà, hein, pour l'instant le schéma est toujours le même, hein, donc en daily, cette formation en triangle, donc on essaye de partir et d'installer un support ici pour aller chercher le sommet historique. Si ça passe, bah, tant mieux, si ça passe pas, ça va faire mal, parce qu'il n'y a aucun soutien, hein. Donc je vous rappelle tout ça, là, dès qu'on l'avale, dès qu'on fait un vrai signal de baisse ici, donc normalement le vrai signal de baisse c'est la cassure du plus bas hebdomadaire. Donc voilà, la semaine dernière, à quoi elle ressemble. D'accord, ouverture avec un gap baissier, il faut quand même le noter. Donc ouverture avec un gap baissier, et c'est acheter immédiatement. Donc ce genre de séance, attention, hein, c'est les classiques qu'on peut retourner comme ça. C'est-à-dire, bim, on fait un gros avalement baissier. C'est-à-dire, en gros, on tente le coup la semaine dernière, ça passe pas, et on fait l'inverse, c'est-à-dire le gros reverse, comme on avait fait ici. Pour moi, ça semble un peu similaire, puisque de toute façon, il n'y a que ça comme parallèle à ça, hein, dans un contexte actuel. C'est-à-dire que ça, on ne voit ça que dans un contexte post-récessif, c'est-à-dire après une récession. Alors soit ça, c'était une récession, mais alors c'est la récession la plus courte de l'histoire, et surtout la plus débile, parce que on n'est même pas passé en récession, c'est juste, c'était des craintes, et elles étaient légitimes, elles étaient peut-être un peu accentuées ici à la fin, disons que si on s'était arrêté là, ça aurait pu suffire, et pas nécessairement besoin d'aller aussi loin, mais bon,
on est allé plus loin pour remonter plus vite, hein. C'est toujours pareil, au final, c'est le principe de dire il vaut mieux se rapprocher le plus proche du trou noir et on récupérera la force gravitationnelle pour remonter, hein. C'est ce qui a permis de faire le V-bottom. C'est-à-dire que si on s'était arrêté là et qu'on avait travaillé plusieurs jours, on aurait peut-être eu beaucoup plus de mal à rebondir, alors qu'en laissant chuter et en piégeant des vendeurs, c'est beaucoup plus facile de remonter derrière. Donc bref, moi je ne suis toujours pas d'accord avec ces prix-là, ce qui veut dire que ils sont là et ma conviction ne va pas du tout dans ce sens, donc je ne trade pas, hein, qu'on soit bien d'accord, je l'ai toujours dit. Pour l'instant, je n'ai pas de signaux exploitables. Le dernier signal hebdo, le marché a décidé qu'il lui foutait dans la gueule depuis 7 semaines, après déjà 9 semaines de hausse, donc là on en est, voilà, on a 17 semaines de hausse, sans conso, sans respiration, donc la seule consolidation aura été un signal de vente qui aura catalysé même pas 23% de baisse, donc normalement on ne peut même pas considérer ça comme une consolidation, puisque normalement c'est minimum 23% pour dire qu'il y a eu travail d'une zone de prix. Voilà. Donc là on n'a même pas travaillé, on a piégé du vendeur, donc toujours cette thématique. Il faut monter, il faut monter, il faut monter, il faut monter, puisque on ne sait pas trop où on va, mais tant qu'on monte, tout va bien, Trump est content, et ça fait plaisir à tout le monde. Voilà, donc les États-Unis, moi je ne regarde pas, ça ne m'intéresse pas. On va regarder le DAX, qui m'intéresse beaucoup plus, et qui donc vient chercher ses 61% de Fibo. Alors j'ai essayé de le shorter la semaine dernière. Et là, donc, il s'est offert un petit plus, mais je pense qu'aujourd'hui, il va rejeter et clôturer une dernière fois sous les 61. Donc, je pense que c'est un signal de vente qui va arriver. Toujours en squeeze ici, hein, donc c'est-à-dire que là, c'est la même chose en daily, hein, d'accord. Donc, le DAX est dans un seul cycle acheteur depuis tout ce truc-là, d'accord. On n'a jamais réussi à repasser. Ah, si, bon, quand même, le momentum est repassé un peu en négatif. C'est vrai que le DAX, c'était le plus bear de tous, hein. Mais donc, voilà, c'est de dire, ici, on arrive pour moi en bout de chemin. Je pense qu'il faut vendre le DAX sur cette zone de prix, sur les 61. Je cherche des ventes, donc on va aller voir en intraday vite fait. Mais bon, je vous ferai le suivi intraday dans Discord comme d'hab, on ne va pas le mélanger les pinceaux ce matin. Mais donc voilà, je trade en intraday pour choper des ventes sur le DAX, objectif des retracements, et je pense que le DAX il va revenir jusque-là, hein, donc sur la zone des 11 000, en swing. Donc la question c'est de savoir comment les autres vont se comporter si le DAX ramène ses fesses par là. Et après ici, on gère son risque, hein, évidemment. C'est-à-dire qu'ici, il faut quand même récupérer des gains. Je pense qu'on ira plus bas ensuite derrière, mais pour l'instant, c'est conditionné à beaucoup de choses dont on n'a pas les éléments techniques. Donc, l'objectif du trade, c'est ça, hein, pour définir sa gestion du risque. Donc, le stop ici peut être relativement large. On note la résistance ici. Le marché a probablement envie d'essayer de se la taper, hein, on ne va pas se le mentir. On va pas se mentir. Donc, voilà, c'est de dire déjà votre stop, il doit être beaucoup plus haut que 12 005, hein, voilà, si vous shortez dans cette zone-là. Ou alors, ce sont des shorts AUT plus faibles. Et dans ce cas-là, vous gérez le risque ici. Hein, voilà. Il y a plusieurs stratégies à mettre en place ici. Moi, je pense que je vais shorter ici avec des stops à 12 650, un truc comme ça, là, ou un peu même au-dessus, je mettrai même 12 007. Et doucement, du coup, parce que là, les positions sont faibles. Voilà, j'ai des premiers où je vais tremper les orteils pour essayer de viser cette zone-là, et je rajouterai évidemment des trades intraday qui auront des objectifs plus modestes, type cette zone-là, et des stops évidemment plus serrés. Pour l'instant, je ne fais rien, il n'y a pas grand-chose. Il y a eu des signaux la semaine dernière en 4 heures, mais on voit que pour l'instant, donc ça commence à plafonner, mais c'est tout ce qu'on peut obtenir de ce truc-là. Donc toujours des marchés extrêmement hésitants. Moi, je pense toujours que cette zone-là qui polarise autour de 12 330, c'est la zone à shorter puisque c'est les 61% Fibo daily. Et il me semble que c'est la zone à privilégier plutôt à la vente, hein. Donc vous voyez qu'à chaque fois que le marché tente de s'extraire au-dessus de la zone, ça passe pas. On a essayé une dernière fois ce matin, mais c'est toujours pas preneur. Donc ça m'intéresse, mais patiemment et rigoureux, avec beaucoup de rigueur, bien sûr. What else? WTI, voilà, donc ça je pense qu'il faut clairement en parler. Donc ça y est, on a le rejet, hein, ça repasse sous les 62, c'est la zone qui fait mal, hein. Donc c'est de dire, là sincèrement, je peux pas, enfin on peut pas, les mecs peuvent pas l'ignorer. Et pourtant, voilà, bon, qu'est-ce qui se passe? On comprend pas trop. Donc c'est stupide, hein, encore une fois. Mais bon voilà, hein, vous voyez par exemple mon trade qui était à 64 avec un stop large, j'y passe, il est déjà repositif. Bon, ils m'ont raclé un peu jusqu'à 66, mais c'est pas à la fin du monde. Donc voilà, pour moi WTI ça reprend un signal baissier et fort, hein, donc pour moi c'est du range baissier. Quand vous voyez comment on a éclaté les supports, même si ça c'est du range, ça reste du range baissier. On a dépassé les 61, on est dans le contexte vendeur. Voilà, bon. Ça peut monter ici dans un range neutre, mais je ne pense pas qu'on soit neutre sur le WTI. Pour moi, on est baissier. Et puis surtout, bon ben voilà, ça traduit une chose, c'est le fait que le dollar, à mon avis, il n'est pas si fort qu'il le paraît. Donc il faut faire très attention. Je le surveille celui-là,
mais je ne pense pas qu'il soit acheté et je pense même au contraire qu'il ne va pas tarder à se prendre une carotte. Donc de toute façon, il faut attendre, ça c'est la Fed qui va décider, plus le NFP. Donc le dollar, je surveille cette semaine pour le swing. Malheureusement, donc en swing, on va arriver à la conclusion dès maintenant, je n'ai pas besoin d'aller plus loin, après on va regarder les actions. Mais bon voilà, que ce soit Forex ou action, on ne peut rien faire. Pourquoi ? Parce que c'est la Fed et que c'est subjectif, c'est-à-dire que vous n'avez aucune indication permettant de faire quoi que ce soit. Donc, mis à part prendre des trade swing avec des stops très larges qui peuvent absorber la Fed, comme je vous ai montré sur le DAX, où on peut gérer son risque, mais où est-ce que vous gérez le risque ? Sur le S&P 500. Il n'y a pas, c'est du sommet historique. Donc, vous ne savez pas où mettre le stop. Donc, je ne vois pas d'intérêt de prendre des ventes swing sur le S&P par anticipation. Prendre des ventes intraday et essayer de garder des soldes, oui, c'est évidemment ce que je faisais la semaine dernière et je referai la même chose cette semaine. Pour l'instant, ça ne passe pas. Voilà, il faut être honnête. On clôture tout en haut, c'est l'euphorie, c'est génial, tout va bien. On espère que tout va bien se passer. Il faut que tout se passe bien. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Là, le deal sino-américain, on l'attend depuis 3 mois. C'est au bout d'un moment, ça. Et rappelez-vous l'émission qu'on a fait sur la confiance se dégrade doucement, mais une fois que le processus de dégradation est enclenché, c'est la cataclysme derrière. C'est-à-dire qu'on demandera énormément de choses au marché pour prouver ses prix. C'est-à-dire que pour l'instant, on considère que ça va, bon, ils font un peu n'importe quoi les prix, mais on va pas, voilà. Je vous dis, le jour où la confiance s'érode, ça va extrêmement vite. Donc il faut faire très attention. C'est ça qu'on fait en ce moment. La confiance, c'est tout simplement de dire, aujourd'hui, vous avez les plus gros acteurs de marché qui regardent et qui se disent, oh là, c'est débile. C'est débile. Bon, on va attendre que ça redevienne moins débile pour trader, mais en attendant. Voilà, ce sont d'autres personnes, d'autres flux qui ont pris le marché en contrôle, puisque quand il y a un acteur qui n'est pas là, il y en a d'autres. Voilà. Donc pour l'instant, moi, ces prix, je les trouve irrationnels et débiles, donc je ne touche pas comme la plupart des institutionnels. Et pour l'instant, j'attends de savoir quand est-ce qu'ils re-rentrent et ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont acheter la résistance? Est-ce qu'ils vont acheter le sommet historique? Pas trop l'impression. Est-ce qu'ils vont essayer d'attendre que ça reflue pour vendre une petite partie et racheter derrière sur les supports? Je pense que c'est ça le plus logique. Et on va aller regarder donc les actions pour corroborer ce scénario. Je regarde un œil à du DNZD d'abord. Donc voilà, on arrive sur les premiers objectifs. Tout premier, je ne pense pas que ça va s'arrêter ici, c'est-à-dire je ne pense pas que la consolidation soit finie ici, mais je pense qu'on va finir la première vague d'une consolidation plate. Ou voilà. Donc je dirais on arrive ici probablement sur une première borne de range. On va regarder si en 4 heures on arrive sur les contextes acheteurs. Je pense qu'on y est. Oula, on est encore loin. Donc des contextes horaires, alors dans ce cas-là. Donc plutôt un range horaire à mettre en place. Ici. Voilà. Donc, ça montre bien notre sommet ici. Je pense qu'on est en train de former le bas du range. Là, ici, hop, on le voit bien, ça déborde. Et on a. Donc, à voir, soit ça remet un coup ici, mais je ne pense pas. Puisque la zone a quand même un intérêt. On voit un fort soutien ici sur le volume. Donc, ici, c'est normal qu'il y ait des gens qui achètent, plus qu'il y ait des gens qui vendent. Et donc, on attend que ça casse les canaux de tendance, mais je pense que normalement, c'est objectif, une remontée. Alors, c'est difficile de dire comment ça va remonter. Soit ça remonte tout doucement, on remonte comme ça, on récupère le canal de contexte ici et on repart pour une nouvelle phase de conso vers 1,05. D'accord ? Ou tout simplement, ici, on fait une flat, c'est-à-dire qu'on remonte fort, on retrouve vite des acheteurs, on remonte là-haut et on refait une conso flat. Et après, on pourra éventuellement repartir. Bref, on est dans un range qui attend. Donc, de toute façon, pour moi, le range, c'est vraiment l'horaire qui semble le catalyser. Donc, là, UDNZD, si vous voulez trader le range, vous le faites. Moi, je ne trouve pas un intérêt spécifique à trader le range. Donc, je vais attendre la formation un peu plus mature de ce range. Et essayer donc de trouver des achats plus intéressants derrière. Pour moi, c'est plutôt une accumulation 4 heures qui doit se mettre en place. C'est-à-dire, voilà, ici, on doit accumuler, hop, sous la résistance, et revenir chercher le contexte derrière, là, pour, bam, éclater tout ce bordel. Donc, l'accumulation 4 heures, qui me semblera normalement être le schéma à favoriser en vue donc d'une extraction haussière de la UDNZD. Mais qu'on soit bien d'accord, il y a encore du chemin à faire. On n'est pas du tout gagné. On voit ici des signaux de range évidents en 4 heures. Donc, j'aimerais bien qu'on reste dans cette zone-là. Et que derrière, on trouve une belle aspiration. Donc normalement, on doit repartir direction le contexte avant de trouver celui-là. Donc celui-là, attention, c'est des box d'un mois là. Donc autant vous dire, normalement, non pas d'un mois, c'est des box d'une semaine. Oui, là c'est des boîtes d'une semaine. Donc voilà, chaque semaine ça va remonter. Vous pouvez vous dire la pente va être à peu près comme ça. Donc j'aimerais bien qu'on puisse repartir voilà, d'ici la fin du mois de mai, normalement, donc un mois de conso. Et normalement la UDNZD devrait pouvoir repartir. Donc plutôt je me dis voilà, mi-mai, je vais commencer à essayer de rechercher des achats sur un range un petit peu plus mature, avec une structure un peu plus définie, pour avoir une meilleure gestion du risque. J'ai toujours beaucoup de leviers dedans, donc j'ai pas de raison de m'exciter et d'en rajouter tout de suite là comme ça. Ceux qui veulent trader le range, encore une fois, je suis pas contre. Voilà, on est bien complètement survendu sur des supports. Ici, vous pouvez acheter sur l'UT inférieur, donc en horaire.
C'est à peu près tout. Donc tout le reste, c'est lié au dollar, hein, donc je peux malheureusement rien faire. Donc tout est lié à la Fed. La plupart des scénarios de toute façon ont été stoppés, hein, sur euro-dollar, des trucs comme ça. Donc on va voir. Soit je vais réenclencher ces scénarios à cause de la Fed et réenclencher évidemment une vente USD-Yen en même temps. Soit tout simplement, ça reste les miracles de Wall Street. La Fed fait sa plus grosse bêtise depuis toujours, c'est-à-dire qu'elle laissera se former une bulle d'anthologie dans un secteur en particulier, donc les tech et tout ça. Mais c'est surtout que voilà, elle laissera faire une bulle spéculative en plus d'une bulle de crédit, tout simplement. La Fed sera celle qui sera responsable du prochain crack. C'est-à-dire qu'elle aura tout fait pour se rendre responsable, hein. Honnêtement, à ce stade-là, Jerome Powell, on pouvait lui laisser le bénéfice du doute puisqu'il arrivait en fonction et tout ça, tout ça. Là, il n'a pas le choix. C'est ça, c'est la direction de la Fed qui est jouée là-dessus. Puisque de toute façon Trump va nommer encore plus de gens qui vont lui mettre des bâtons dans les roues après. Donc s'il ne le fait pas aujourd'hui de marquer son indépendance, tout simplement, ça va mal barrer. Voilà. C'est-à-dire qu'encore une fois, hein, lui, son rôle, c'est pas de prendre en compte la politique. Normalement, lui, son rôle, c'est de jouer le lien entre le marché et l'économie. Aujourd'hui, ces liens sont très dangereusement malmenés. Il doit taper du poing sur la table. S'il ne le fait pas, tout simplement, le marché prendra ça comme une porte ouverte pour s'offrir le sommet historique et peut-être plus si affinité. Donc c'est très dangereux, hein, encore une fois, quand la croissance est diminuée. On ne peut pas normalement s'attaquer à un sommet historique. On l'attaque avec des flux positifs, de data positives. Les data restent malheureusement négatives depuis plusieurs trimestres. Donc là, il y a un gros danger. Par contre, moi je pense, attention, hein, qu'on risque d'avoir un sell de news, hein, c'est donc ça revient à dire que pour ma part, voilà, tout en Chine ça se casse la gueule, c'est un peu partout, hein, donc voilà, on reflue l'ensemble des choses, sauf que les seuls qui ne refluent pas, c'est Wall Street tout simplement parce que personne ne trade Wall Street. Donc voilà, c'est de vous dire, là par exemple, les Chinois en daily, ils sont en train de revenir chercher les objectifs de début avril, hein, d'accord. Donc on va remettre le S&P 500. C'est juste pour que vous compreniez, hein, pourquoi le S&P 500 est débile et tout ça, tout ça. Voilà. Donc là, en fait, le S&P 500, il devrait être là, comparé à la Chine, d'accord. Puisqu'ils étaient poussés tous les deux suite au même catalyseur, hein, le deal sino-américain, blablabla, le rebond de la Chine, puis maintenant donc le rebond miracle des États-Unis. C'est bien, mais voilà où en sont les autres. Voilà. Les autres, ils sont les Chinois, donc ceux qui sont supposés d'ailleurs, voilà, bon, eux, ils sont sur les niveaux de mars. Donc moi, je m'attends à ce qu'on y retourne, hein, sincèrement. Maintenant, pour l'instant, les prix, ils font rien, la volate est toujours écrabouillée. Donc, malheureusement, je ne peux pas trader ces marchés. Je vais essayer de jeter un œil au gold quand même. Gold, voilà, là, ça y est, là, ça m'intéresse sérieusement. Donc là, je pense que le gold en daily, ça va pouvoir être un petit achat. Alors, il est risqué, donc il ne faut clairement pas mettre plus d'1% de capital là-dessus. Mais il m'intéresse. C'est-à-dire que là, c'est la deuxième fois qu'on a un signal sur le canal de tendance et qu'on a une structure bien mature. Donc là, ça me plaît. Maintenant, attention, c'est risqué. Voilà. C'est de dire, c'était plutôt en fin de semaine dernière qu'il fallait prendre le gold, mais je crois que je vous avais dit que j'avais raté un peu l'achat. Donc je vais essayer de me rapatrier sur des replis. Et je pense que voilà, en horaire, ça me paraît pas mal. Donc je dirais l'horaire, j'aimerais bien choper là en repli le contexte. Alors ce sera probablement pas cette semaine, ou peut-être en fin de semaine. Toujours pareil, je ne peux pas faire le timing, mais voilà, ça va se projeter un truc comme ça. L'objectif, c'est de revenir le chercher par là. Voilà. Donc je dirais un achat proche de ces zones support. Donc moi, je vais mettre une alerte de contexte pour faire ça propre. Et de 61%. Voilà, donc de toute façon, en gros ici, je vais faire simple, hein, je me mets une alerte de range haussier, comme ça vous avez capté le truc, hein. Donc, je vous l'ai mis à jour déjà, normalement vous l'avez ce truc-là. Je crois que c'est Alt A. C'est ça. Donc moi je veux framework et je veux une range, trending range alert. Voilà. Donc gold, chercher achat avec SL sous le plus bas. Voilà, donc là typiquement, hein, ça me paraît pas mal pour ce type de scénario. Il y a un stop loss à mettre sur le plus bas, clairement. C'est-à-dire que là, si ça retombe, vous acceptez de prendre le stop loss, il ne faut pas se compliquer la vie, quitte à s'y reprendre. Mais là, c'est très risqué, donc il ne faut surtout pas tenir une position qui partirait pas. Par contre, si ça passe, il y a de très très beaux gains à faire.
Puisque là, je pense que si ça merde aux US, voilà, c'est un scénario du ça merde. Voilà, donc quelque chose se passe mal aux US, et derrière, le gold devrait être recherché. Et donc là, je pense qu'on peut viser du 1460, viser les contextes résistants ici en extrême, hein, c'est de venir là. Et après, ici, par contre, on sorte tout le gold, hein, et là, derrière, c'est finito pour le gold. Et ici, évidemment, moi, je passerai vendeur. Du papier, hein, je garde toujours de l'or physique, mais je vendrai l'or papier. Voilà, ça c'est pour tous les actifs corrélés. Les taux, on ne regarde pas, puisque donc, pour l'instant, il va falloir attendre la fête. Donc on regardera les taux en fin de semaine, vendredi. Et là, on va regarder les actions. Donc Tesla, ça y est, c'est propre, renfort exécuté. Donc moi, j'ai abaissé une nouvelle fois les stops. Cette fois, mes stops sont au niveau de ce gap-là. Je commence à avoir un bon levier, hein, c'est-à-dire que là je prends quand même des jolis gains sur Tesla pour l'instant, et je m'attends à ce que ça poursuive. Hein. Donc comme toujours, hein, Tesla, là j'ai à peu près 8 ou 9% de gains à l'heure actuelle, et j'en attends encore 5-6 de plus avant de commencer à récupérer les gains, et ce ne sera pas les gains finaux, hein, j'en garderai une partie en réinvesti pour essayer de viser plus bas. Bon voilà, les résultats de Tesla, je suis désolé, mais c'est sans appel. Hein. C'est une compagnie qui fait toujours pas de profit alors qu'on nous vend des profits depuis des années. Au bout d'un moment, les investisseurs ne paient plus les supports. C'est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire que la valeur va s'exploser, que Musk est une saloperie et tout ça, encore une fois. Juste de dire, voilà, c'est la contrepartie simple et méchante de ces bêtises. Il a joué au con, il le paye aujourd'hui. Sa société va devoir en pâtir. Maintenant, si elle survit, pour moi, elle vaudra clairement un achat au prochain cycle économique, mais pas pour l'instant. Voilà. C'est-à-dire que déjà d'une, on va la foutre sous tension. Elle est carrément surendettée, elle est sous une montagne de dettes, un truc de fou, avec des prix maintenant officiellement baissiers. Ça veut dire que émettre des titres pour payer la dette, ça va devenir de plus en plus compliqué et ça va diluer surtout les valorisations. Donc les investisseurs vont comprendre que merde, putain, il y a toujours plus d'actions, il y a toujours moins de profits, comment on fait pour garder ça à long terme. Donc il faudra bien s'accrocher au rêve de long terme de Musk, et pour ça j'espère que vous avez acheté bien avant 2017, puisque pour le moment je pense qu'on va effacer l'intégralité du pricing qui a suivi. Voilà, donc pour moi le principe c'est de dire, voilà, depuis 2017 c'est un peu n'importe quoi. Ça ne génère pas ces valorisations-là, ça c'est un peu le rêve donc, de la voiture autonome et tout ça. Ce rêve s'éteint aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que Tesla est mort, ça veut juste dire qu'on va mettre la valeur sous pression. Et une fois qu'elle sera sous pression, on verra comment elle réagit. Si elle réagit bien et qu'elle survit, je pense sincèrement que ce sera bon signe. Voilà. Mais il fallait soumettre Tesla au stress, comme on soumet au stress toutes les valorisations. Hein. Toutes les valorisations ont connu des phases de baisse. Pour moi, Tesla, ça n'a jamais connu une seule phase de stress que du rêve. On va voir comment ça réagit sur le stress Tesla. Si ça vient ici, ça rachète et que derrière ça repart, moi je suis tout à fait pour. Voilà. Si ça vient ici, que ça n'achète pas et qu'on se pète des moins 70, moins 80%, voilà, si ça revient là, Tesla, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas un achat, mais ça voudra dire que le rêve, c'était une bulle, quoi. C'était encore une fois le truc de dire, on a vendu un truc complètement débile à des gens prêts à l'acheter à 300 balles, et puis au final, ça va retomber à 50, ils seront ruinés, et puis qui sait si ça va remonter réellement derrière ou pas. En tout cas, c'était un très mauvais choix d'acheter à 350. Voilà, moi, je le maintiens. C'était plus de dire je vends sans réfléchir, parce que c'est tellement débile d'acheter que je préfère profiter de la bêtise de ces gens-là qui sont en train de revendre. Hein, voilà, ceux qui ont acheté 350, comme je vous l'ai dit, là, ils arrivent, ils sont à moins 30%, ils commencent à comprendre qu'ils se sont fait niquer, donc ils commencent à vendre. Donc là, on n'a pas de soutien acheteur et on a des gens qui vont vendre leurs actions parce qu'ils ont acheté le sommet, ils se sont fait niquer, ils s'en rendent compte et ils revendent. Ils se disent « Ah putain, c'est de la merde, la bourse !» Et du coup, ils revendent leur Tesla, ils prennent leur amertume et puis évidemment, voilà, ils se sont un peu fait niquer. Apple. Donc, voilà où on en est en hebdo. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ça veut tout dire. Voilà. Donc, Apple, on est là. On est dans la zone 61-76,4, c'est-à-dire un dead cat bounce. On a effoncé 40% de la valo ici, c'est-à-dire que c'est totalement valorisé comme étant un crack en bonne et due forme. Il y a bien le schéma ici de hausse un peu faux folle. Alors attention, donc du coup, c'est pas un crack qui va effacer toute la valeur. C'est juste un crack qui fait normalement du moins 50, moins 60. Et on s'arrête par là. Mais ça devrait prendre normalement donc, le schéma d'un crack, à savoir une lente décrue, d'accord ? Ça décroît, ça finit un peu vertical, mais ça remonte. Normalement, on revient chercher cette zone-là, rappelez-vous, c'est comme Bitcoin, hein. Voilà, le schéma, ça revient là, la phase espoir, là on vous dira, ouais, Apple, c'est génial, et il faudra évidemment les reshorter. Pour une dernière lente décrue, on passe sous le support et on range un peu, et après, on pourra éventuellement racheter la pop-pomme. D'accord ? Donc le schéma, c'est vraiment ça, une lente décrue, un schéma bien comme ça. C'est un schéma tout simplement qui doit se voir en mensuel, hein. C'est une fin de cycle mensuel, donc il faut vous dire, en mensuel, il faut que ça ait l'air d'une correction.
Donc, voyez bien les cycles, hein, c'est-à-dire que normalement, là, ici, les cycles, ils mettent 2 à 3 ans. Donc, vous dites, on est parti normalement pour moi pour 2 à 3 ans de baisse et de contraction sur la valorisation d'Apple. Ça ne veut pas dire qu'Apple va mourir, ça veut juste dire qu'il ne faut pas l'acheter sur les zones de prix actuelles, qu'il faut l'acheter sur des supports et des supports mensuels, trimestriels, point barre. Voilà. Pour l'instant, c'est mon schéma. J'ai pas dit, attention, si le crack ne passe pas à l'étape suivante, c'est-à-dire si on s'arrête si on fait un V-bottom, là, comme on a fait sur les autres valeurs et compagnie, Apple repartira sur ses sommets historiques, et comme d'hab, on aura évité le pire. Mais le problème, c'est qu'on ne devrait pas trop faire ça. Voilà. Ce qui est dangereux, c'est que normalement, on ne fait pas ce genre de truc. Là, on a une structure qui est complètement folle à l'achat, et normalement, ce type de structure, elles se font dézinguer dès qu'elles perdent le momentum. Là, on a carrément cassé le momentum. Normalement, ça se retrace, et ça vient chercher au minimum, voilà, les bas de range ici. Et pour ceux qui voudront viser un peu plus, voilà. Moi, c'est juste, j'arrêterai de vendre par là. Ou alors il faudra vraiment que ça se dégrade fort, et par contre par là je commencerai à acheter, mais c'est tout. Voilà, hein. Donc gardez ça en tête, encore une fois, c'est très important. Microsoft, bon voilà où on en est, là c'est une autre histoire, c'est une toute autre histoire folle, donc voilà, hein, ça tient pour l'instant, donc c'est de savoir jusqu'où on va, hein. Pareil, là la limite c'est le soleil, par contre j'aime autant vous dire que Microsoft, là quand ça consolide, ça c'est moche, hein. C'est-à-dire que ça on efface effectivement un bon 70% de la valeur, hein. Donc là Microsoft c'est pareil, ça se rachètera à moins 70 et plus proche de 40 dollars que des prix actuels. Ça c'est vraiment du Bitcoin, hein. Voilà. Là c'est de dire c'est le futur, c'est fantastique. Je ne sais plus à combien se payent les bénéfices sur Microsoft, mais c'est quand même un peu fou. Ah non, bon, enfin, on est à 30, hein, c'est quand même pas non plus rien du tout, hein, c'est-à-dire qu'il faut 30 trimestres pour réaliser la capitalisation. Il faut 30 trimestres de gains de Microsoft, d'accord, pour payer la valorisation. Donc voilà. Donc c'est beau, hein, c'est fort, parce qu'évidemment, c'est surtout de dire la market cap vient de passer les 1000 milliards de dollars, c'est waouh, c'était plus, il fallait passer le seuil de... J'ai un peu envie de dire, ça représente les 20 000 du Bitcoin, quoi. Il y a un seuil, il faut aller le tester, il faut dépasser les 1000 milliards, tout comme Apple, hein, dépasser les 1000 milliards, bon, ils en sont loin aujourd'hui maintenant. Enfin, ils sont passés très loin après, hein, d'accord, c'est de dire, ils les ont fait, ils se sont écroulés. Là, on revient chercher. Je crois qu'Apple est de nouveau à 1000 milliards, hein, depuis un moment même d'ailleurs, je crois. Ah non, pas encore. Voilà, market cap 969. Donc voilà, c'est de dire, ah putain, rappelez-vous l'époque du 1000 milliards. Ben voilà, c'était probablement ce qui aura été le sommet historique d'Apple. Je pense que c'est la même chose qui attend Microsoft, hein, tout simplement. Mais c'est de dire, voilà, il fallait le faire parce que c'est magnifique. Le prochain à s'en approcher, c'est évidemment Amazon. Hein, donc le truc de dire Amazon, pareil, hein, s'était fait les 1000 milliards à l'époque ici, ils se sont cassés la gueule de la même façon derrière, hein, la même chose là aussi, hein, moins 40, baisse, cassure de support, normalement ça c'est la structure d'un crack. Bon, le problème c'est que là ça se reprend assez fort sur Amazon parce que les résultats franchement sont bons, hein, les gars, je ne peux pas faire autrement, les résultats sont bons. Je peux comprendre la hausse, je peux aussi comprendre que dans 2 jours Amazon soit là, hein, c'est-à-dire dans ce cas-là, le résultat ça aura fait un petit peu de peps, un petit peu de punch, et puis au final, oh merde, ça passe pas, on se recasse la gueule, et c'est effectivement la structure qui s'effondre. La seule différence ici, vous voyez, c'est que la structure ne correspond pas à un crack. On a bien craché la valeur dans le sens où on en a rejeté plus de 40%, enfin, on a rejeté 35%, normalement c'est 40%, hein, le crack, donc là, on va quand même prendre top to bottom, je crois qu'on les a fait, les moins 40%. Non. Vous voyez, déjà là, ça ne correspond pas, et puis la structure de baisse, elle n'est pas non plus, ouais, ça oscille, ça hésite vachement. Voilà, Amazon, je ne suis pas contre si je dois me faire des gommes. Pour l'instant, voilà, hein. J'attends, j'ai une vente ici et j'attends pour la suite. Si ça va chercher le sommet, c'est un stop, clair, évident. Et on ira voir dans ce cas-là, Amazon sera probablement le leader, hein, voilà. Ce qui fait du sens, hein. Moi je trouvais que le business model d'Amazon, même s'il est critiquable évidemment, voilà, hein, dans ce cas-là on se fera une Microsoft, quoi. C'est-à-dire on montera, on ira chercher dans le sommet 2007, 2000, je sais pas combien, on ira faire des nouveaux records de capitalisation boursière, évidemment, et puis derrière, voilà, hein, viendra ce qui viendra, c'est-à-dire la correction. Alors ce ne sera pas un crack, d'accord, c'est-à-dire que derrière, ce sera une correction en 2 vagues, voilà. Mais la première vague viendra casser ce qu'on a fait ici, hein. Pour Microsoft, c'est ça qui attend aussi, hein. Voilà. Donc le schéma est de dire Microsoft, là c'est la grosse bubule, hein, donc eux ils sont mal, ils sont très très mal parce que ça va être un effondrement hebdo-mensuel, d'accord, c'est-à-dire qu'en mensuel il faudra avoir la correction. Vous voyez, c'est un peu un truc comme ça. C'est la même chose, hein, voilà, c'est comme vous preniez à l'époque. Là vous êtes en train d'acheter Microsoft ici, hein, voilà, vous voyez la bulle, retour de volatilité, poussée finale. Là Microsoft pour moi c'est au top, hein, ça va vendre, et quand ça va vendre, ça ne reviendra pas sur ses prix pendant au moins 10 ans. Voilà, c'est exactement ce que je vous dis, c'est un effondrement spéculatif. C'est-à-dire là on essaie de voir jusqu'à quel prix un Gugus est prêt à acheter ça. Et derrière, voilà, ça a été 5700 jours d'attente pour retrouver le prix.
Merci l'inflation, hein, parce que sinon on ne retrouverait jamais les prix sur ces trucs-là. Mais voilà, le principe est de dire, ils ont perdu à l'époque 75%, et ça vous paraît, oh mon Dieu, c'est énorme, c'est surprenant. Eh ben non, on va probablement le faire aussi, que ça vous plaise ou non. Donc Microsoft, pour moi, ça s'achète comme d'hab, 40, 45, et ça ne s'achète pas avant. Donc une bulle spéculative qui va s'effondrer, tout comme elle l'avait fait pendant la bulle des dot-com. AMD, bah, c'est la même chose, hein, voilà, on voit toutes les bulles, hein, les bulles partout. Donc la bulle de 2000, la bulle de 2008. Et évidemment, ceci n'est pas une bulle, vous l'avez bien compris. Enfin bon, moi ça me fait toujours marrer, mais bon, enfin, je trouve ça, l'humain est d'une bêtise affligeante par moments, c'est assez grave. Bref, voilà, donc AMD c'est une grosse bubule, hein, il faut le shorter. Donc là, moi j'attends l'avalement baissier hebdo et je short. Hein, donc pour l'instant, je dis je surveille les valorisations, mais ça, je vais le rentrer en portefeuille très bientôt. Et donc Google, on a dit on regarde. Donc ça y est, Google c'est le sommet historique. Bon là, on n'a pas suffisamment d'historique pour l'avoir comme ça. Donc voilà, eux, c'est simple, les résultats sont attendus comme étant bons, hein, on ne va pas se leurrer. Donc soit les résultats sont pas bons, là ça va être très gênant, parce qu'avec une market cap comme ça et le poids que ça pèse dans les indices, c'est plutôt punchy. Maintenant, bon voilà, moi j'ai un breakout qui a été initié ici, qui est pour l'instant suivi. On a bien cassé ce niveau de prix là, donc un niveau horizontal. Hein, donc on casse ça, on voit bien, hop, la bougie d'impulsion, le breakout en target. Donc je dirais, les MIG visent plus ou moins tous 1350, dans un contexte où évidemment, comme d'hab, regardez les volumes. Hein, voilà, donc 0, 0, 0 volume. La moyenne 20 jours est à son plus bas depuis... alors ben là on peut aller chercher loin. On peut aller chercher très loin. Alors, je vais essayer d'aller chercher le plus bas sur la moyenne 20 jours. Non, là, voilà, donc depuis septembre 2016, ou même chose, hein, donc on essayait de s'affranchir des sommets historiques, mais encore une fois, 2016, on était sur un bottom sur le S&P 500, on avait de la croissance à attendre. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir si la croissance va déjà réussir à survivre à l'épisode d'indécision actuelle. Donc pour l'instant, voilà, moi prudence, Google c'est plus en portefeuille, hein, ça a déjà été stoppé, donc je vais la remettre en surveillance, voilà. Donc attendre pour l'instant pour moi donc de voir comment on réagit, est-ce qu'on réintègre le breakout, en gros faux breakout on constitue un range, mais dans ce cas-là il n'y a pas d'urgence, hein. C'est-à-dire ce breakout on va ranger autour, c'est-à-dire en fait il y a un range qui va probablement se mettre en place ici, sauf si les résultats sont vraiment pas bons, hein. Et dans ce cas-là si on gabe sous cette zone de range, pardon, c'est pas ça que je voulais comme outil. Voilà. Hop, un range, vous dites si là les résultats sont décevants ou qui ne sont pas achetés, c'est-à-dire ça ne gape pas à la hausse, voilà, on va probablement constituer un range ici, c'est-à-dire travailler dans cette zone de prix. Voilà, travailler là-dedans, ok, avec donc une zone normalement typique d'oscillation autour du niveau de breakout. Voilà, vous dites on va travailler là-dedans, faire du boucan, d'accord, donc il n'y a pas de raison d'être ultra agressif. S'il doit y avoir un double top historique, on va travailler la zone un moment, et ensuite on rejettera, et double top historique, bon c'est rare, mais ça peut arriver, hein. De toute façon, tout est possible dans les marchés, hein, de dire ça n'arrivera pas parce que c'est peu probable, preuve en est, ça arrive de temps en temps, et on est fort pour créer des premières atouts. Donc ça c'est une possibilité. La deuxième nous dit c'est le break est suivi, dans ce cas là l'objectif c'est la target, un petit range, un débordement et on vend derrière. D'accord? Donc on met en place cette zone là, l'objectif c'est de se dire normalement si c'est positif, c'est ici qu'il y a de la recherche de valeur d'un point de vue technique, ça va travailler ici, nous faire probablement une sous-vague 4 et derrière une poussée finale comme Microsoft et derrière terminé et on corrige. La même chose, hein, quand vous regardez la structure, on est un peu... Alors le problème c'est que là il n'y a pas suffisamment d'historique là-dessus, mais bon voilà, on est quand même sur de la valeur un peu folle. D'ailleurs, attends, mais il y a moyen d'avoir plus d'historique sur Google. Bon, je chercherai pour avoir plus d'historique. Mais voilà, le principe c'est donc de vous dire, c'est ça, bon Google c'est quand même une grosse multiplication de valeur aussi sur le cycle économique, hein, là si vous preniez depuis tout en bas ça fait mal, hein. Donc voilà, le principe c'est de dire ici on fait l'excès final, voilà, on cherche un peu, si on fait l'excès, hein, donc 1005, un truc comme ça s'arrête, peut-être qu'eux aussi viendront tester les 1000 milliards parce que c'est le truc du moment, donc dites-vous, calculez la market cap de Google à 1000 milliards, pardon, calculez le prix nécessaire pour atteindre une market cap de 1000 milliards en fonction du nombre on peut le faire, voilà, vous prenez le chiffre en circulation, vous divisez 1000 milliards par ça, vous savez combien doit coûter une action pour arriver à 1000 milliards. Donc voilà, hein, vous dites, c'est peut-être le niveau à atteindre, et dès qu'on atteindra les 1000 milliards, on fera quoi? Comme pour toutes les autres, bim, on short Google, et on récupère le gain sur les pertes des imbéciles.
Facebook, je pense que même chose. Donc là, on a travaillé, donc c'est à surveiller. Mais bon, voilà, la semaine dernière, donc ça rejette, hein, c'est ce que je pensais. Donc pour l'instant, ça paye pas, hein, Facebook, et on est bien sur 2 phases d'accélération, dead cat bounce classique, phase d'effondrement spéculatif ici. Normalement, la suite, vous la connaissez. Qualcomm, on ne sait pas, ça va publier, mais donc pour l'instant, ça pousse pas, hein, on est bien d'accord. C'est-à-dire, ça tente 2, et soit ici, on se fait un Iceland reversal, c'est-à-dire, bim, gap baissier sur la publication des résultats, terminé, on réintègre et on va aller casser le plus bas. Cisco, ça publie quand ça d'ailleurs, Cisco? Putain, dans 17 jours, les mecs ils traînent encore, quoi. Donc ça on surveille, hein, toujours pareil. J'ai l'avalement baissier hebdo, mais il n'est pas encore super bandant. C'est-à-dire que je vais vendre sur des retracements en début de semaine là. Je pense que ça va retracer un peu ce truc-là. Et un petit hop là, par là, j'essaierai de shorter Cisco. J'en ai déjà en portefeuille, hein, qu'on se met d'accord. J'en ai vendu une partie, ça c'est sûr. Je vous avais dit qu'en avalement baissier hebdo, je prenais un short sur Cisco. Donc j'en ai pris un. Maintenant, je trempe l'orteil comme d'hab, hein. Voilà, c'est très hésitant. Et ça se trouve, on va juste faire une petite vague 4, pousser un peu plus haut. Donc là, il faut garder des stops relativement larges, encore une fois, hein. On a affaire à quelque chose de très dangereux. Et pour l'instant, l'avalement baissier hebdo, je ne suis pas super enjoué. J'ai plutôt l'impression qu'on fait une vague 4 ici, raison pour laquelle j'y vais vraiment tout doux et que je veux garder donc des stops très larges, hein. Voilà. Nvidia, bon voilà, no comment, hein. Ça se casse la gueule et il n'y a pas trop de surprises là-dessus. Electronic Arts, je ne sais pas trop quoi faire de ça, ça me paraît encore un peu trop bruyant. J'ai l'impression qu'effectivement on fait un range bizarre à plat et qu'on va venir poum chercher cette zone. Donc j'ai envie de dire, voilà, Electronic Arts, je reste en surveillance, je pense que ça peut prendre 30% et être bien plus intéressant à la vente dans ces zones-là. Donc pour l'instant, voilà, patience, mais je ne suis pas super convaincu sur des shorts sur Electronic Arts pour l'instant, ou alors vraiment il faut être très large sur les stops. Chose que j'ai pas trop envie de faire. Visa, bah pareil, j'attends, hein, toujours. Donc là, ça monte. Donc on laisse faire, hein, c'est toujours pareil. Là, l'objectif, c'est de savoir jusqu'où on va. Donc là, on a une target, mais elle est déjà bien trop vieille, hein, voilà. Donc elle est même plus utilisable. Donc on attend, hein, que ici, tout simplement, ça freine, ça break, et dès que ça break à la hausse, bon, vous voyez la tronche du squeeze, hein, c'est de dire là, il y a plus de pricing, il y a plus de, voilà, on n'est pas sur de la recherche de valeur, on est ici sur de la recherche de prix, c'est-à-dire c'est très dangereux, on est en fin de tendance, c'est pas des prix qu'il faut trader, voilà, hein, c'est des prix qu'on trade à la vente quand on est professionnel, quand on sait comment faire, quand on sait prendre un stop, quand on n'hésite pas de s'y reprendre 2-3 fois de suite jusqu'à choper le sommet. Et encore une fois, je fais pas ça pour être le mariole qui dit ouais, j'ai chopé le sommet, c'est tout simplement, si vous avez compris comment j'ai traité Tesla et que vous comprenez aujourd'hui comment j'arrive à récupérer du capital sur une action sans avoir pris le moindre risque dessus, c'est parce que j'ai commencé à shorter là-haut. Et que si j'avais pas eu le sommet et que j'avais pas renforcé les positions derrière, je pourrais pas me permettre de mettre autant de levier sur les breakouts sur les breakouts en fin de semaine. C'est ça le truc qu'il faut que vous compreniez. C'est que voilà, là aujourd'hui j'ai des leviers baissiers sur Tesla, c'est-à-dire je vends plus de Tesla que ce que je mets de capital et de spéculatif, et pourtant je le fais sans risque parce que j'ai réparti mon risque tout au long de la tendance. C'est-à-dire que si ça rebondit, je prends aucune perte, c'est pas possible. Je peux plus prendre de perte. Par contre, tout pourcentage de baisse est multiplié sur mon compte. Donc évidemment, là voilà, Tesla, moi quand ça fait moins 5, je suis plus que content, hein, voilà. Par contre, évidemment, il suffit que ça remonte de 20%, j'ai plus rien, hein, qu'on soit bien d'accord, là ça rebondit ici et je suis stoppé, c'est merci, au revoir, tant pis pour moi. Voilà. Donc voilà, mais pour l'instant, je vois très peu de probabilité pour moi pour que ceci arrive. Bref, voilà, donc Tesla, c'était une réussite, mais c'est qu'il faut que vous compreniez, encore une fois, que là, par exemple, Tesla, à elle seule, elle paye toutes les pertes spéculatives sur toutes les actions, hein. C'est-à-dire, pour l'instant, je me suis raté, enfin, j'ai pris une perte sur Google, j'ai pris une perte sur Visa, j'ai pris une perte sur Microsoft, je crois qu'on l'avait vendu, Microsoft, à un moment donné. Enfin, j'ai dû prendre une perte sur 6 valeurs, un truc comme ça, donc des pertes de 1, 1,5 par valeur. Et Tesla, pour l'instant, c'est 15 et je vais récupérer plus, hein. Je vais récupérer beaucoup plus. Sur les prochains objectifs, là, arrivé ici, normalement, j'encaisse 15% et il m'en restera encore à plus. Voilà. Enfin, il m'en restera encore à venir. Bref, voilà, donc on arrive sur le bas du canal sur Tesla, normalement on doit rider ici quelques jours, et hop, l'attaquer. Dès qu'on attaque et qu'on atteint la première zone de bénéfice vers les 216, c'est là donc que je commence à récupérer des bénéfices sur une UT daily, hein, donc j'irai regarder probablement en 4 heures s'il y a des signaux de faiblesse. Dès que ça commence à ranger en 4 heures, je commencerai à déclencher les prises de profit. Voilà pour les actions, c'est à peu près tout, on va s'arrêter là pour cette semaine. Et donc Boeing, hein, pareil, donc voilà, hein, les mecs qui croient, hein, ils sont chauds, mais là tout ce qui les attend, c'est qu'après avoir rangé à plat, comme on l'avait fait à l'époque, hein, ça me rappelle tellement Apple en fait, la structure de prix, hein, c'est-à-dire la phase d'espoir, donc je ne serais pas surpris de me faire niquer encore une fois. Rappelez-vous, Apple, comme je m'étais fait enfler la gueule ici, hein. Mais voilà, en fait vous prenez Boeing, vous vous dites, là pour l'instant on est en train de trader par là sur Boeing,
Il n'est pas, exclu qu'on fasse voilà, une chute et bam, là, rappelez-vous le contre-pied débile d'Apple qui était juste venu me chasser les stops, cette saloperie de merde, avant de baisser le derrière. Donc voilà, le principe est de dire, je ne sais pas trop comment on va gérer ce truc, mais je pense qu'on est à plat pour l'instant sur Boeing, on digère avant de retrouver un biais baissier, et quand le biais baissier sera là, tout le monde sera vendeur de la valeur, tout le monde derrière commencera à en sortir, hein, c'est-à-dire toujours pareil, vous prenez le sommet, voilà, on est à moins 18, pour l'instant les mecs hold, hein. Évidemment, dès qu'on arrive à moins 30, c'est là où ça pisse le sang. Voilà, donc arriver ici, un Boeing, c'est là. De toute façon, elle travaille cette zone. La prochaine fois, c'est paf, ça vient là. Ici, tout le monde vend, donc on enfoncera les supports. Et on va chercher sans problème les premiers objectifs techniques d'achat, qui sont donc pour moi ces zones support-là, les canaux extrêmes ici, hein, donc les supports mensuels. Je pense qu'il faut venir chercher ces zones-là. Et ici, il ne faut surtout plus être vendeur de Boeing, hein, donc de dire venir chercher maxi 68, et je pense sincèrement, hein, même par là, il faudra commencer déjà à gérer son risque, hein, puisque là, on fait normalement la première phase, c'est-à-dire le crack, suivra le dead cat bounce, et ensuite, voilà, hein, donc Boeing, attention à bien maintenir le schéma. Après, moi, vu la phase de retour de volatilité, j'ai pas l'impression que cette valeur crash. Vous voyez, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression qu'elle va suivre un schéma de crack, mais plutôt un schéma de comme ça, là, voilà, un A, B, C, et derrière, éventuellement, ça repart. En gros, une petite crise dans le secteur de l'aviation parce qu'on a une récession ou une contraction de l'économie, et derrière, voilà. OK. Les actions européennes, on va les faire dans les stock picking. Donc je vous ferai un stock picking demain au lieu de faire des émissions intraday parce que ça ne sert à rien. Pour l'instant, l'intraday, je vous le fais dans Discord, mais c'est pour l'instant toujours extrêmement spéculatif. Ce ne sont que des échecs pour l'instant, c'est-à-dire ça fait TP1 et je me fais chasser le stop, TP1, stop break-even, je me fais chasser. Pour l'instant, je ne peux pas prendre de gain en intraday, il n'y a pas assez de volat. C'est l'ennui mortel. Voilà, allez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine, à demain.